La suite du grand journal à écouter sur l'application Radio J, téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Google Play. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nager. Et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Actualité Juive, directeur également de la publication de notre hebdomadaire favori. Alexis, on revient avec vous sur ces déclarations hier du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Quelle lecture faites-vous de ces déclarations qui ont été très largement commentées et condamnées depuis hier après-midi? Au premier niveau politique, bien sûr, la même lecture que maître Patrick Lugman, par exemple, qui sera demain au micro de Radio J, qui est l'avocat de la famille Sandler. Évidemment, c'est un scandale moral, c'est une dérive très profonde de ce leader de la gauche mélenchoniste qui nous avait habitués parfois à plus de sagacité. Ce dont ça témoigne évidemment sur le plan politique, disons au premier niveau, si vous voulez, c'est que le diagnostic avait été posé par un ancien Premier ministre il y a quelques années sur deux gauches irréconciliables sur le plan de la ligne idéologique. Faites allusion à Manuel Valls. Voilà, il est plus que jamais, ce diagnostic, il est valide, ou en tout cas il se confirme, c'est-à-dire qu'il y a des gens à gauche, qui ne sont pas la gauche, mais qui sont une partie d'entre elles en France, pour qui la lutte contre ce qu'ils appellent le système autorise tous les coups, y compris le bord à bord, avec les théories du complot. On l'a vu d'ailleurs aussi. C'est un coup tactique selon vous ? Alors, dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'il faut avoir une vision modérée de ce qu'il est, en tout cas nuancée de ce qu'il est. C'est un politicien madré, assez habile. Enfin, ça ne joue pas toujours en sa faveur, mais enfin, il est dans les coups, effectivement, politiques et médiatiques. Ses convictions personnelles, au fond, elles sont très proches d'une gauche laïque traditionnelle. En revanche, il sait qu'il a une base électorale qui, aujourd'hui, s'élargit à, on va dire, un certain nombre de sympathisants de l'islamisme soft dans les banlieues. En tout cas, c'est une clientèle qu'il vise. Et donc, à ce titre, évidemment, on peut penser qu'il surfe consciemment sur des ambiguïtés. Mais ce dont ça témoigne, évidemment, quelles que soient ses intentions, qu'elles soient pures ou qu'elles soient au contraire absolument diaboliques, qu'il soit rattrapé par un inconscient ou qu'il soit beaucoup plus conscient dans sa démarche. C'est difficile d'ailleurs de sonder les reins et les cœurs en règle générale dans l'espace public. Ce qui compte, c'est ce qui est dit. Et ce qui est dit, c'est l'idée qu'il y aurait des attentats en France, des passages à l'acte antisémites qui seraient en quelque sorte aidés ou favorisés à des fins de manipulation politicienne. C'est du pur conspirationnisme. Donc de quoi ça témoigne ? Ça témoigne au premier niveau qu'il y a une décomposition idéologique dans une partie de l'extrême gauche française, de l'ultra-gauche française. Parce qu'il ne précise pas, Alexis, qui serait à l'origine de ces différentes opérations. Il ne le précise pas, mais on peut penser, si vous voulez, qu'au regard de la clientèle politique visée, c'est-à-dire au fond tous les gens qui sont, pour certains de gauche consciemment, mais qui en fait se situent plutôt dans des extrémismes, et éventuellement aussi dans des extrémismes de droite. Pour tous les gens qui ont apprécié, par exemple, les thèses complotistes d'un documentaire à grand succès, comme Hold Up sur les origines du coronavirus, et puis le complot, entre guillemets, de Big Pharma, vous avez aujourd'hui donc une lame de fond conspirationniste en France qui excède les seuls cercles soraliens ou dieudonistes. Et donc c'est vrai qu'on peut penser, à un premier niveau politique, que Jean-Luc Mélenchon a souhaité, au fond, inscrire ce propos extrêmement politique en congruence ou en complicité, comme une sorte d'œillade politique donnée à ces milieux conspirationnistes. Néanmoins, je pense que ça serait inintéressant de s'en tenir simplement au premier niveau de signification, sur lequel, à juste titre, d'ailleurs, tous les commentateurs politiques sont aujourd'hui axés. L'antimacronisme peut conduire à une forme d'antimacronisme des imbéciles, tout ça est vrai. Mais il faut aller un peu plus loin, rechercher les racines historiques. Voilà, ce qui est plus intéressant, surtout sur la radio juive qui est Radio J de premier plan, c'est d'interroger ce qu'on a appelé dans la tradition des historiens français d'avant l'affaire Dreyfus, au XIXe siècle, un certain antisémitisme de gauche. Autrement dit, c'est de plonger dans les racines d'un imaginaire, qui est un imaginaire peut-être inconscient d'ailleurs pour Jean-Luc Mélenchon, mais qui est celui de toute cette gauche anticapitaliste du XIXe siècle, bien avant l'affaire Dreyfus, qui associait au fond les Juifs à la domination financière et la domination financière à la naissance de la République. Vous aviez un syntagme commun, les Juifs c'est la banque Rothschild, en gros je fais très vite, et la banque Rothschild tient les ficelles de la République naissante. C'était des thèmes qui étaient extrêmement fréquents dans la Troisième République, sous l'influence de penseurs qui ont eu leur ronde serviette dans la République, comme Fourier, bien sûr, l'utopiste Blanqui, qui a laissé une trace importante dans l'histoire des idées. Une thèse qui a pu être réactivée par l'élection en 2017 d'Emmanuel Macron. Alors oui, justement, des gens moins connus, comme Alphonse Toussenel, Gustave Tridon ou Auguste Chirac, pour eux, au fond, il y a un point commun, si vous voulez, de ces pensées sous la Troisième République, c'est que l'idée que les Juifs
juifs sont les principaux profiteurs du capitalisme industriel et des intérêts, disons, de la bourgeoisie, notamment de la bourgeoisie d'argent. Et ça va être ressassé aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite du spectre politique dans les années qui vont précéder l'affaire Dreyfus. On sait d'ailleurs, si on entre plus avant dans les thèses de ces gens-là, on sait que celui qui est considéré comme un socialiste utopique, Proudhon, il disait il faut exterminer cette race, la race juive, qu'on parlait comme ça à l'époque, ou bien la renvoyer en Asie. Sympathique. Et puis dans le même moment, vous avez donc en 1886 un véritable best-seller. À côté, les best-sellers d'aujourd'hui ne font vraiment pas le figure, qui va être un succès français, mais aussi un succès planétaire considérable, qui s'appelle La France juive, et qui est dû à un journaliste qui, au fond, c'est pareil, a un pédigré politique très ambigu, à la fois extrême droite catholique monarchiste, mais aussi extrême gauche anticapitaliste. Tout cela se mêle, il y a des DJ politiques, des artificiers des passions tristes, qui vont essayer de mêler ces différents segments de discours. Et ça produit, évidemment, le Big Bang politique absolument considérable, qui est l'antidreyfusisme, la conviction de tous ces milieux de gauche, que Dreyfus est coupable parce que c'est un capitaliste, ou en tout cas parce qu'il est du côté du manche de la bourgeoisie dominante. Et ça, c'est un des registres d'un antisémitisme progressiste qui ne doit pas grand-chose, au fond, aux idées traditionnelles de la France monarchiste et catholique, et qui va avoir une très grande importance comme perturbation, si vous voulez, du spectre politique sous la Troisième République. Et puis, alors rappelons-le quand même, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y aura la victoire du camp Dreyfusard, victoire difficile d'intellectuels, d'hommes politiques, Péguy, Clémenceau, Zola. Et cette victoire va mettre un terme, au moins provisoire, à l'expression dans les rangs de la gauche politique de cet antisémitisme. Après cette mise en perspective très intéressante, Alexis, revenons à l'actualité. Est-ce que, après ces déclarations, le Parti socialiste doit couper tous ses liens et ses accords politiques avec la France insoumise, notamment pour les Hauts-de-France, pour les régionales ? C'est une question qui doit se poser dans les états-majors, et on imagine l'embarras de personnes qu'on peut combattre politiquement, mais c'est vrai qu'on ne peut pas soupçonner les membres du Parti socialiste, quels qu'ils soient d'ailleurs dans la direction de la rue de Solferino, mais aussi au niveau local. Et qui ont d'ailleurs réagi depuis hier à ces déclarations. C'est évident que c'est aux antipodes d'un certain humanisme social-démocrate. On le prend dans tous les sens du terme, on peut les critiquer comme certains de nos auditeurs sur un plan politique, mais ils ne sont pas là-dedans. Si vous voulez, ils ne sont pas dans l'idée qu'il y aurait des complots au sommet de la République pour truquer les élections. C'est un mode de pensée qui n'est pas en congruence avec ce que la social-démocratie produit pour le meilleur et pour le pire. Donc on peut imaginer qu'effectivement, au sein des élites du Parti socialiste, le fait d'avoir un allié qui est en train de devenir aussi encombrant, si on en même aussi malodorant, parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui est si vous voulez, un tabou politique absolu qui est brisé, va poser un problème, comme se pose le problème, bien sûr, pour une partie de la droite républicaine, de se laisser doubler ou d'être tenté, au contraire, de s'acoquiner avec l'extrême droite. Il n'empêche qu'il y a une situation qui est beaucoup plus ambiguë à gauche, puisque c'est vrai que vous avez raison, dans beaucoup de compétitions politiques, la France insoumise est un allié, on va dire, de la gauche modérée, républicaine modérée. En revanche, le choix qui a été fait par Jacques Chirac, et jusqu'à maintenant quand même peu ou prou respecté par la droite républicaine en 1998, c'est de refuser les alliances. Et jusqu'à maintenant, même s'il y a des tentations fortes, ce choix à droite a tenu, à gauche, pour l'instant, il n'y a pas de clarification. Quel type d'électorat drague, et on terminera avec ça, Alexis, Jean-Luc Mélenchon à travers ses déclarations? On a beaucoup parlé du public tout à l'heure avec vous, du public complotiste qui se développe et qui suit un certain nombre d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Sur le plan électoral, ça représenterait quel type d'électorat? C'est difficile à quantifier, et puis c'est pas la peine de faire, si vous voulez, des stigmatisations de catégories de la population, mais c'est vrai que vous avez malheureusement dans une partie de la France des banlieues, ça n'est pas tous les jeunes de banlieue, attention, il faut être très précis, mais vous avez dans une partie de la France des banlieues un discours soralien, dieudoniste, qui percole. Et ça, d'ailleurs, Marc Knobel le montre dans son dernier livre sur la cyberhaine. C'est absolument évident. Et qui est légitimé donc par ces propos de Jean-Luc Mélenchon, qui est un des hommes politiques importants. En tout cas, vous avez vu on s'est interrogé sur deux plans différents. Si on fait un reproche entre guillemets de manipulation consciente à Jean-Luc Mélenchon, on peut penser, dans cette hypothèse, qui ne se vérifiera peut-être pas, mais qu'il fait des œillades à cette partie-là d'un électorat potentiel qui, au fond, à la place d'un raisonnement politique classique, est de plus en plus dans le surfing sur les théories conspiratives, qui ne visent pas d'ailleurs que les juifs, par parenthèse. Mais si vous voulez, il y a un effondrement global de la raison, il y a un délitement de la raison commune,
Et dans ce retrait, ce reflux de la raison commune, il y a le phénomène conspirationniste. Et il concerne, c'est vrai, des millions de Français aujourd'hui, quelles que soient leurs origines et leurs obédiences politiques. Merci beaucoup Alexis Lacroix pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le directeur de la publication de l'hebdomadaire Actualité Juive. Votre interview est à retrouver en vidéo sur la page YouTube de la radio et sur notre site radiojuive.fr en podcast. Merci beaucoup Merci Alexis. Merci à vous Steve Natchar.